Tu l'as déjà fait. Tu l'as rencontré. Et dans ton esprit, tu as commencé à sculpter. Tu as pris ses qualités et tu en as fait des vertus. Tu as pris ses sourires et tu en as fait des promesses. Tu as pris une femme, mon ami, et tu en as fait une idée parfaite. Et c'est à cet instant précis que tu as perdu. Machiavel n'écrivait pas des contes de fées. Il écrivait pour les princes qui voulaient garder leur trône. Et le premier principe, la loi fondamentale, que vous violez tous, c'est celle-ci. Ne jamais confondre le sujet avec le symbole. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette maladie masculine, l'idéalisation. Nous allons voir pourquoi elle vous rend faible, prévisible et ultimement méprisable à ses yeux. Ce n'est pas une vidéo sur comment lui plaire. C'est une vidéo sur comment cesser de vous trahir vous-même. Restez. La vérité va vous libérer ou vous briser. À vous de choisir. Idéaliser, mon ami, c'est projeter. C'est combler les trous de son mystère avec les fantasmes de tes propres besoins. C'est lui donner un pouvoir qu'elle n'a pas gagné. Écoute l'histoire de mon ami Julien. Julien était un esprit brillant, un stratège dans son travail. Mais il a rencontré Clara. Et soudain, Clara est devenue la femme parfaite. Sa simple timidité est devenue à ses yeux de la profondeur. Ses caprices ordinaires, de la passion. Son indécision, une mystérieuse complexité. Que crois-tu qu'il est arrivé? Julien est devenu transparent, prévisible. Chacune de ses actions, chaque message, chaque regard avait un but unique, mériter l'approbation de l'idée, de la statue de marbre qu'il avait lui-même érigée dans le temple de son esprit. Il anticipait ses désirs, il s'excusait pour des offenses qui n'existaient pas. Il s'est mis à genoux devant sa propre création. Et la psychologie féminine, face à cela, est impitoyablement logique. Elle ne perçoit pas de l'amour. Elle perçoit un manque de souveraineté. Elle sent, avec une acuité animale, que ton estime d'elle est plus haute que ton estime de toi. Et inconsciemment, irrémédiablement, le respect s'évapore. Imagine, mon ami, que tu sois un architecte. Tu conçois un palais pour un roi. Mais au lieu de te concentrer sur les fondations, sur la solidité des murs, sur la logique des pièces, tu passes tout ton temps à sculpter une unique statue dans le hall d'entrée. Tu la polis, tu l'adores, tu la crois parfaite. Tu oublies que le palais, c'est toi. Et la statue, ce n'est qu'un ornement. Un jour, une tempête arrive. Les murs fragiles tremblent, le toit s'effondre. Et la statue de marbre, si parfaite, se brise en 1000 morceaux sur le sol. C'est cela, l'idéalisation. Tu négliges la forteresse de ton être pour un ornement dans ta propre tête. Tu confonds l'accessoire avec l'essentiel. Le génie de la Renaissance, Machiavel, écrivait pour des hommes dont le trône était constamment menacé. Leur première loi n'était pas « aime ton peuple plus que tout ». C'était « assure la solidité de ton état ». Transpose. Ta première loi n'est pas « idolâtre-la ». C'est « affermis ta souveraineté intérieure ». Tout le reste découle de là. La différence cruciale, que 99% des hommes ne comprennent pas, n'est pas entre être un bon gars et être un connard. Elle est entre la réalité et l'illusion, entre voir une personne avec ses forces, ses faiblesses, ses ambitions, ses petits calculs et vénérer une icône. L'idéalisation, mon ami, est l'arme de l'impuissant. C'est abdiquer son jugement au profit de son désir. C'est signer un traité de reddition, avant même que la bataille n'ait commencé. Tu ne t'engages pas avec une femme. Tu t'engages avec un fantôme de ton invention. Et c'est ce fantôme qui finit par te gouverner. Alors, que faut-il faire à la place? 3 mots.
observe, évalue, agit avec avantage. Des mots qui viennent directement de l'art de la guerre et de la gouvernance. Des mots de Machiavel. Prenons un exemple historique. Louis XIV, le roi Soleil. A-t-il idéalisé ses courtisanes, ses favorites? Non. Il les admirait. Il les désirait, parfois avec passion. Mais il les observait. Il comprenait leurs motivations, leurs ambitions, leur loyauté fluctuante. Il savait que le cœur d'une personne à la cour bat au rythme de l'intérêt et du statut. Il ne voyait pas des anges. Il voyait des acteurs sur un échiquier. Et ainsi, il gardait le contrôle. Non par la force brute, mais par la compréhension stratégique. Par une perception froide et claire de la réalité. Il ne tombait pas amoureux des masques. Il étudiait les visages en dessous. Le désir est une flamme. Elle réchauffe, mais elle consume. Si tu n'es que désir, tu deviens un incendiaire. Tu brûles tout sur ton passage, y compris ta propre crédibilité. L'admiration est un hommage. Elle flatte, mais elle place l'autre plus haut. Si tu n'es qu'admiration, tu deviens un courtisan, attendant les miettes de l'attention de ton souverain. Mais le contrôle émotionnel, ton contrôle émotionnel à toi, est un trône de granit, placé au centre d'une salle silencieuse et vaste. Il ne s'agit pas de la manipuler pour qu'elle t'aime. Il s'agit de te contrôler, toi, pour ne plus avoir besoin qu'elle t'aime. Voilà le renversement complet de perspective. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et il se prend d'abord sur soi. L'auteur du Prince l'a dit avec une froideur qui glace le sang. Le prince doit se faire craindre de telle manière que, s'il n'en acquiert pas l'amour, il évite la haine. Comprends la nuance. L'objectif n'est pas d'être aimé, c'est d'éviter d'être méprisé ou haï. La crainte ici, c'est le respect inconditionnel pour ton territoire, tes limites, ton temps. Je vais te donner maintenant une stratégie machiavélique concrète, applicable ce soir même. La pause d'évaluation. Dès que tu sens cette chaleur de l'idéalisation monter en toi, quand tu commences à attendre anxieusement son message, quand tu interprètes ses paroles comme des indices sacrés, arrête tout. Immédiatement. Fais une pause, physique et mentale. Quitte la pièce. Regarde par la fenêtre. Prends 3 respirations qui descendent jusqu'au granit en toi. Et pose-toi ces questions, non en amant éperdu, mais en prince observant un nouvel ambassadeur dans sa cour. Première question. Quel est son objectif réel dans cette interaction? Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? De l'attention? Une validation? Un service? Un divertissement? Cherche le moteur, pas la peinture. Deuxième question. Quelles sont ses faiblesses apparentes? Non pour les exploiter avec méchanceté, mais pour comprendre ses points de pression. Est-elle vaniteuse? A-t-elle besoin d'être rassurée? Est-elle compétitive? Craint-elle l'ennui? Ce sont des portes, mon ami. Savoir où elles sont ne signifie pas que tu dois toutes les franchir. Mais savoir qu'elles existent te rend architecte et non pas simple visiteur. Et troisième question, la plus importante. Quel avantage stratégique cette situation me procure-t-elle, à moi? Qu'est-ce que j'apprends sur elle? Sur moi? Quelle position est-ce que je consolide? Suis-je en train de montrer de la force ou de la disponibilité? Est-ce que cet échange creuse le mystère? Ou m'affiche-t-il comme un livre ouvert? Cela semble cynique à entendre? Bien. Machiavel préférait le mot « réaliste ». Tu ne domines pas son esprit en lui dictant ses pensées. Tu domines la situation en refusant catégoriquement de participer à ta propre illusion, en redevenant l'espace de cette pause, le souverain qui analyse ses terres et non le paysan qui adore une idole. Parlons des conséquences, car l'histoire, mon ami, est un cimetière d'hommes détruits par l'idéalisation. Prenons le cas, célèbre et tragique, de Marc-Antoine. Voilà un géant, un général romain, un titan politique, un bras armé de César. Un homme de vertu
de force d'action, jusqu'à ce qu'il rencontre Cléopâtre. Et là, il n'a pas vu une reine astucieuse et désespérée, luttant pour sauver son royaume. Il a vu en elle la déesse Isis, l'incarnation de l'Égypte éternelle, l'amour absolu et fatal. Il a idéalisé leur union en un mythe, en une légende qui dépasserait Rome même. Et qu'a-t-il fait? Il a commencé à négliger Rome. Il a négligé ses légions, ses alliés, le Sénat. Il a abandonné sa vertu, sa force d'action rationnelle, sur l'autel de cette idée parfaite. À la bataille d'Actium, au lieu de mener ses hommes avec la froide stratégie du lion et du renard, il a suivi Cléopâtre qui fuyait, transformant une retraite tactique en déroute historique. Résultat, désastre militaire, désintégration politique, suicide, et une légende qui le peint pour l'éternité, non comme un prince, mais comme le pantin éperdu d'une femme. Antoine n'a pas perdu contre Octave. Il a perdu contre l'image qu'il s'était faite de Cléopâtre. Il a préféré mourir pour un symbole plutôt que de vivre pour la réalité de son pouvoir. Et ces comportements, mon ami, ont des équivalents modernes, des fantômes qui hantent tes interactions. Écoute et reconnais-les. Le premier fantôme, la disponibilité constante. Être toujours là, à ses pieds numériques ou physiques. Cela ne montre pas ta dévotion. Cela lui prouve que tu n'as rien de plus important, rien de plus sacré qu'elle. Tu deviens une ressource prévisible et gratuite. Le secrétaire florentin disait qu'un prince doit toujours paraître plus occupé, plus sollicité qu'il ne l'est. La rareté crée la valeur, l'abondance crée le mépris. Le deuxième fantôme, l'accord perpétuel. Ne jamais contredire l'idole, adopter ses opinions, rire à ses blagues même mauvaises, de peur que la statue ne se fâche et se détourne. Tu deviens un écho, plus un homme. Tu perds ta colonne vertébrale, ce granit intérieur, et sans colonne, un homme s'effondre. Le troisième fantôme, plus insidieux, la projection d'avenir prématuré. Parler de notre maison, de nos enfants, quand tu ne connais même pas ses véritables valeurs, sa loyauté sous pression, sa façon de gérer un conflit. Tu ne construis pas un avenir, tu construis un château de sable sur l'illusion. Tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir chassé, et pire, avant même de savoir si c'est un ours ou un lapin déguisé. Et le quatrième fantôme, le plus silencieux et le plus toxique, la jalousie passive. Ne pas la confronter, ne pas défier un rival potentiel, mais te ronger intérieurement, scruter ses réseaux sociaux, analyser chaque like avec la rigueur d'un paranoïaque. Cela se voit, mon ami. Cela s'émane de toi dans un parfum d'insécurité aigre. Et cela pue, la faiblesse. Machiavel savait que la jalousie des autres est un signe de pouvoir. Mais ta jalousie à toi est un aveu d'impuissance. Chacun de ces comportements crie, à un niveau primitif et indiscutable, « Je te place au-dessus de moi ». Et l'esprit humain, qu'il soit celui d'un homme ou d'une femme, ne peut s'empêcher de mépriser ceux qui se prosternent. Le respect se gagne par la stature, pas par la soumission. Alors, comment fait-on? Comment domine-t-on son esprit sans tomber dans la manipulation vulgaire, sans hausser le ton, sans montrer le moindre besoin? La réponse est contre-intuitive. Tu ne domines pas son esprit en y entrant de force. Tu domines l'espace entre vous, en rendant ton esprit impénétrablement solide et fascinant. Tu deviens un point de référence, un pôle, une forteresse dont les portes ne s'ouvrent que sur invitation. Voici comment. Première loi. Sois une énigme calibrée. Ne déverse pas ton histoire, tes traumatismes, tes adorations, tes plans en un seul bloc passionné. Distribue les informations sur toi avec parcimonie, comme un stratège qui révèle ses cartes une à une, au moment où cela lui donne l'avantage. Laisse des blancs. Crée du mystère autour de ta mission, de ton passé,
de ce que tu penses vraiment. Parle un peu moins que nécessaire. Comme le disait le génie de la Renaissance, le sage fait ce qu'il doit faire et se tait. Un homme totalement transparent est un homme déjà oublié, car il n'offre rien à découvrir. Un homme mystérieux, mais ancré, devient un projet dans l'esprit de l'autre. Elle commencera à vouloir te décoder. Deuxième loi, la plus importante, est un centre de gravité externe. Ta mission, ton art, ton business, ton développement physique. Cela doit être le soleil autour duquel tout ton système gravitationnel orbite. Elle incluse. Elle n'est pas le but final de ton voyage. Elle est une compagnie de voyage possible, une alliée potentielle sur ton chemin. Quand tu lui parles, parle de tes projets avec la passion d'un homme qui bâtit. Montre que ton énergie est investie, d'abord et avant tout, dans quelque chose de plus grand qu'une relation. Quand elle sent que ton monde est riche, ordonné et qu'il tourne parfaitement sans elle, c'est à ce moment-là qu'elle aura une envie irrépressible d'y être invitée. Car les êtres humains sont attirés par les systèmes qui fonctionnent. Ils veulent faire partie d'un succès, pas être le responsable unique du bonheur d'un autre. Et la troisième loi, l'outil le plus puissant, le silence et le retrait stratégique. Quand la dynamique penche trop en sa faveur, quand tu sens la balance du pouvoir pencher, quand l'ancienne habitude de supplier monte dans ta gorge, pars, physiquement. Dis que tu as un projet, une obligation. Mentalement. Retire ton attention. Replie-toi sur ton centre, sur ton soleil. Ce retrait n'est pas une punition, c'est une démonstration. C'est la preuve vivante que ton énergie, ta focalisation, sont des ressources précieuses et qu'elles ne sont pas données, mais éventuellement prêtées. Ce vide que tu crées par ton absence d'énergie suppliante est le plus puissant aimant qui existe. C'est dans ce vide que son esprit, à elle, va se mettre à travailler. Elle va se demander où est-il, que fait-il, avec qui est-il. Tu n'auras pas besoin de la convaincre de ton importance. Ton absence le fera pour toi. Le prince savait qu'il faut parfois quitter la cour pour que la cour réalise à quel point le trône est vide sans lui. Tu n'élèves pas la voix, tu n'exiges rien. Tu es simplement, inexorablement, présent à toi-même. Et cet ancrage, mon ami, est magnétique. C'est cela, la vraie domination de l'esprit. C'est rendre ta réalité psychologique, plus attractive que n'importe quel fantasme qu'elle ou toi pourriez avoir. Tu ne la contrôles pas, tu contrôles le jeu auquel vous jouez, et c'est infiniment plus puissant. Investir ces minutes, mon ami, n'était pas un divertissement. C'était un acte de souveraineté. Tu as choisi le granit, tu as choisi de voir. À partir de maintenant, chaque fois que ton esprit voudra sculpter une idole, tu sentiras la texture froide et dure de la réalité. Tu te souviendras que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et il se prend d'abord sur ses propres illusions. Si cette vérité résonne en toi, si tu es prêt à marcher sur ce chemin, alors fais ces deux choses, immédiatement. Première chose, abonne-toi à cette chaîne et sonne la cloche, pas pour moi, pour toi. Parce que ce que nous venons de faire n'est que la première salle du palais. La prochaine pièce est interdite. Deuxième chose, écris réalité dans les commentaires. C'est ton serment, ta signature sur le contrat qui lie ceux qui préfèrent te voir. Je lirai chaque mot. Maintenant, écoute-moi bien, car je vais te révéler ce qui vient. Tu as appris aujourd'hui à ne pas idéaliser, à dominer ton esprit. Mais il y a une force encore plus puissante, une force que la plupart des hommes craignent et qu'ils fuient, alors que c'est elle qui rend irrésistible. Dans 2 jours, je publierai une vidéo que beaucoup ne voudront pas que tu vois. Elle s'intitule « Le désir interdit, la part d'ombre qui rend un homme absolument irrésistible ». Nous n'y parlerons pas de technique,
nous plongerons dans la mécanique cachée du désir féminin. Pas le désir poli, social, acceptable. L'autre. Celui qui naît dans l'ombre, celui qui répond à des codes que personne n'enseigne. Celui qui transforme un homme respectable en un objet de fascination obsédante. Tu comprendras pourquoi une certaine forme de danger calme, une autorité sombre, une vertu corrompue, attire plus que toutes les gentillesses du monde. C'est la suite logique de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est passer de l'architecture de ton palais à l'allumage du feu qui va l'éclairer d'une lumière magnétique et chaude. Si tu es prêt à regarder cette part de vérité en face, à comprendre ce qui vraiment captive un esprit et allume un désir profond, alors sois là, dans 2 jours, même heure, même endroit. Machiavel terminait souvent ses lettres par « Valette, portez-vous bien ». Moi, je te dis, reste affamé, reste vigilant et prépare-toi à voir ce que l'on cache au prince trop sage. À très vite sur le chemin du pouvoir.